ce mot islamophobie autour notamment d'un livre, et je vais te laisser présenter nos invités, d'un livre dont l'auteur est là, qui est un livre très pédagogique que je vous recommande tous, Le mythe de l'islamisation, voilà. Essai sur une obsession collective. De l'islam, qui a été écrit par Raphaël Lieuger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste des religions, auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, dont on a débattu plusieurs fois sur Beurre FM, avec la présence d'Edoui Plenel d'ailleurs. À l'occasion, il avait découvert certaines réactions, quelquefois assez virulentes de certains c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, oui. Voilà. À côté de vous, c'est Houda Hassan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes post-doctorante et vous allez nous parler de la construction du mot islamophobie. Ça a souvent fait polémique. On nous a dit ça vient d'Iran. Finalement, ensuite, peut-être, c'était des chercheurs français. Voilà, c'est un peu suspect. On va déconstruire le mot qui était notre point de départ. Ça, voilà. C'est le travail normal. À gauche, on a Marwan Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue. J'ai lu plusieurs de vos interviews, de vos études. Notamment, vous avez beaucoup travaillé sur les jeunes des quartiers populaires. Certains disent banlieue, cités dites sensibles. Et à côté de vous, Véronique Riffel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'ICI, l'Institut des cultures d'islam, qui se trouve en plein cœur du 18e arrondissement de Paris et qui a notamment accueilli cette fameuse Muslim Pride, sur laquelle je voulais revenir d'ailleurs avec vous, puisque vous êtes les artisans avec Eric Van Dorp et avec d'autres de cette Muslim Pride. Tout à l'heure, Edoui Plenel disait, c'était un petit peu cette manière de dire Muslim and Pride, lève-toi et sois fier d'être musulman. Alors, on le dit un petit peu pour rigoler, c'est vrai que ça avait fait un petit peu jaser au sein même des musulmans qui disaient non, mais je ne me vois pas sur un char comme ça dans une Pride en train de danser. On s'était imaginé tout un tas de choses. Revenir tout simplement avec vous, Raphaël, sur l'idée de départ. Est-ce que c'était ça, c'était de dire il faut s'affirmer, sors du bois un petit peu comme ça, le musulman, et puis affirme-toi de manière très décomplexée, Raphaël. L'idée aussi était la suivante. Me semble-t-il, c'est que le musulman réel, enfin les musulmans réels ont progressivement disparu au profit d'une image unique, une sorte de musulman fantomatique qui devient l'ennemi de l'Europe. Voilà ce que Sartre, dans Réflexion sur la question juive, appelle un principe métaphysique pour le juif. Et il me semblait qu'on était un peu dans la même situation. Quand on est dans une situation pareille, c'est une situation, Eric Van Dorp l'a dit, qui est passionnelle, voire presque pathologique. Donc ça ne sert pas à grand-chose d'être rationnel. Alors oui, il faut faire le travail rationnel, essayer de déconstruire les concepts, faire le travail de chercheur qu'on a à faire. Mais à côté de ça, je me disais qu'une démarche qui joue sur les passions, en jouant sur l'humour, sur la dimension émotionnelle, peut-être, serait une démarche positive. C'est pour ça que j'ai contacté Véronique Riffel pour lui faire part de cette idée. Et au fond, je me suis rendu compte même que le lieu de l'Institut des cultures d'islam était en quelque sorte fait pour ça, c'est-à-dire pour essayer de montrer cette diversité, de montrer qu'il y avait des artistes musulmans, qu'il peut y avoir des groupes de rock musulmans, enfin en gros, les musulmans sont anormalement normaux. C'était pour essayer de décompenser, en quelque sorte, pour employer l'expression d'Éric. C'était ça l'idée centrale. Alors c'est vrai que l'exposition a assez bien marché, je crois, mais qu'il y a eu des réactions de part et d'autre. C'était drôle parfois. Voilà, mais c'était ça l'idée. L'idée c'était de passer au niveau émotionnel, que même, puisqu'on parle de ce terme d'islamophobe, que l'islamophobe puisse à un certain niveau rire de lui-même. Je ne sais pas si de ce point de vue-là ça a marché. Mais alors justement, sur le mot islamophobie, Houda, tout à l'heure je disais, souvent dans les médias français, les parfois islamophobes, appelons-les comme ça, disaient c'est un terme, une doctrine qui a été inventée en Iran et qui s'est propagée comme une maladie comme ça dans le reste du monde, y compris en France. Vous avez travaillé sur le C'est-à-dire quoi, sujet. Ce serait un instrument de la propagande iranienne, c'est ça? C'est un peu comme ça qu'on l'avait décrit, non, je ne sais pas, Houda. Alors ça a été repris dans beaucoup de médias, même de manière assez neutre. Alors une fois qu'une information passe, en fait, elle est reprise. Donc on n'a aucune référence qui montrerait que le mot islamophobie se soit diffusé en Iran, existe en Iran, en tout cas dans les années, à la période de la révolution iranienne. En revanche, on a des occurrences du mot fréquentes au début du XXe siècle et dans le contexte colonial français. Donc en français, ce serait un mot français.
Et là, on retrouve des écrits. Hein. Là, pour le coup, on a des références réelles sur lesquelles qu'on peut vérifier, parce qu'évidemment, c'est ça l'intérêt. Et donc, ça aurait été, le mot islamophobie a été utilisé par un groupe d'ethnologues et d'administrateurs coloniaux qui étudiaient l'islam en Afrique et qui ont dénoncé, en fait, à la fois le système colonial français de différenciation des populations musulmanes, qu'ils ont qualifié d'islamophobes, et par ailleurs, ils ont utilisé le terme d'islamophobie savante pour parler des travaux de chercheurs ou de savants qui étudiaient l'islam avec des préjugés, une essentialisation, etc. Donc c'est assez intéressant en fait de revenir à cette origine du mot qui était française. Et donc ensuite, le mot va un petit peu disparaître, il va réapparaître surtout en anglais en 1997 et il va être utilisé par un think tank britannique qui lutte contre les discriminations, qui fait du lobbying pour le multiculturalisme, etc. Et donc en 1997, le mot en anglais, suite à ce rapport produit par ce think tank, va se diffuser dans la presse, va connaître un large écho, va être diffusé dans la presse britannique, puis va être discuté par les chercheurs, vraiment abondamment. Donc on va essayer de conceptualiser le terme. Est-ce qu'il est adéquat? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'on parle de racisme? De quoi parle-t-on? Et donc là, on a une recherche intéressante là-dessus. Et ensuite, il va se diffuser après 2001, un peu dans toutes les langues. Notamment, il va être légitimé par l'ONU, qui va l'utiliser dans des rapports, qui va considérer que c'est une forme d'intolérance parmi d'autres. Donc ça, c'est dès le début des années 2000. À partir de 2001, oui, par l'ONU. Et ensuite, assez vite, reconnu dans le droit international pour dans des rapports, voilà. Des déclarations, des forums. Enfin, le terme est utilisé comme aux côtés de racisme, discrimination raciale, xénophobie, antisémitisme. On compte l'islamophobie comme une forme d'intolérance. Donc le terme est attesté par l'ONU. Ensuite, on a des rapports européens aussi, des enquêtes européennes qui utilisent le terme islamophobie. Et en France, on va dire que c'est surtout l'ouvrage de Vincent Gesser, La nouvelle islamophobie, en 2003, qui va probablement contribuer à diffuser le terme. Et là, comme on le voit, alors il faudrait analyser vraiment, il commence à être partout, même si sa définition reste assez Ça reste assez glace. récent, son apparition au niveau, son utilisation même par des journalistes, son apparition dans les médias. On l'a vu tout à l'heure avec Samy Debat du CCIF qui nous disait que ce terme était réfuté, notamment par les associations antiracistes, dont certaines aujourd'hui encore ne veulent pas utiliser le terme islamophobie. Ils ne reconnaissent pas le terme islamophobie. L'intérêt, en fait, à la fois de l'origine du mot et des définitions du mot, c'est qu'en fait, on a des enjeux politiques derrière le mot lui-même et la construction de ce nouveau terme, en fait, parce que finalement, qu'est-ce qu'il définit? Quel phénomène il définit? Et là, on n'est pas d'accord. Enfin, il y a plusieurs forces et on est vraiment dans le rapport de force, à la fois dans les médias, ceux qui diffusent une certaine définition de l'islamophobie et ceux qui en proposent une autre. Donc voilà, notamment vous, en effet. Donc là, on a une prise d'opposition, en fait, d'un discours médiatique, d'un producteur de discours, qui sont les médias. L'autre producteur de discours, c'est la sphère du politique, par exemple. Est-ce que les hommes politiques l'utilisent ou pas? Certains l'utilisent, d'ailleurs, il commence à être un petit peu utilisé. Même Nicolas Sarkozy l'avait utilisé une fois. Et ensuite, on a la sphère du militantisme. Et là, évidemment, on a des querelles très fortes selon les organisations, donc le collectif contre l'islamophobie en France qui essaye d'imposer sa propre définition, d'autres organisations qui refusent, qui disent non, il ne faut pas qu'on utilise ce terme. Donc on est vraiment dans un champ de bataille politique à travers l'usage d'un terme qui en fait révèle des querelles politiques profondes. Hein, sur... Pardon. Marwan Mohamed, en complément, parce que l'argumentaire des opposants à l'utilisation du terme islamophobie, l'argumentaire est intéressant. Il mérite qu'on s'y intéresse. Quel est cet argumentaire? Il y a un premier argumentaire qui est étymologique, qui présente les limites de la construction du mot avec les deux unités de sens, c'est-à-dire l'islam et le terme phobie. Qu'est-ce que c'est que la phobie? C'est une peur irraisonnée. Voilà. Si on regarde la racine grecque, c'est aussi une maladie psychiatrique, mais c'est une peur irraisonnée, irraisonnable, irrationnelle au regard de la réalité ou d'une réalité particulière. Donc, c'est pas idiot en tant que construction, mais c'est pas parfait. Mais ce que je veux dire plus largement, c'est que je ne connais pas de terme qui désigne une forme de racisme qui soit parfait. Il n'y en a aucun. Tous les termes utilisés pour désigner des formes de racisme, que ce soit l'antisémitisme, voilà, on dit que la les sémites ne sont négrophobie pas seulement des juifs, ou l'homophobie, ce sont tous des termes qui ont leurs propres limites. Et je veux dire, ça c'est un mythe que d'attendre qu'un concept, qu'un mot désigne un phénomène de rejet qui est toujours un phénomène complexe. Donc l'enjeu, en tout cas pour la recherche, c'est de travailler à une bonne définition, à une définition solide pour pouvoir l'utiliser. Je continue sur l'argumentaire, puisqu'il y en a d'autres qui méritent d'être creusés. Un des argumentaires plus politiques, celui-là, c'est de dire, finalement, si on utilise le terme islamophobie, on va interdire
toute critique des religions. Et pour certains, l'islamophobie, c'est soit la peur, soit pour d'autres, le droit de critiquer une religion. Et c'est en cela que certains se présentent comme islamophobes assumés, parce qu'ils prétendent que d'être dans une posture d'islamophobie, c'est une posture de critique des religions. Là encore, c'est une définition qui a un biais. Par contre, ce qui est pointé le fait que, bien sûr, l'usage du terme peut être instrumental. Si on prend la question de l'antisémitisme, c'est pas parce qu'il y a des militants ou des hommes politiques qui accusent d'antisémites tous ceux qui critiquent l'État d'Israël qu'on jette à la poubelle le concept d'antisémitisme. Et bien heureusement. Donc il y a une différence entre le concept, malgré ses limites, et les usages qu'on peut en faire. Deuxième argumentaire, c'est avec ce terme-là, ce qui est visé, c'est l'interdiction du blasphème. Et donc c'est la liberté d'expression qui serait utilisée. Mais là encore, c'est un terme qui peut être utilisé à ces fins-là, mais c'est l'usage du terme qui pose problème. Ce n'est pas le terme en tant que tel, selon la définition qu'on peut lui donner. Il y a une autre critique qui vient, c'est que comment distinguer ce qui relève de la race et de la religion? C'est systématique comme critique. C'est une vraie critique qui est valable pour l'antisémitisme, mais aujourd'hui on a des données qui nous permettent de distinguer ce qui relève des origines, que ce soit au niveau du ressenti ou de la statistique des discriminations et du racisme, et ce qui relève de l'origine, de la couleur de peau, et ce qui relève de l'appartenance religieuse. Vous avez cité le testing. Bon, il n'y a pas de distinction de couleur entre Marie et Khadija Ndiaye, c'est ça. C'est une question, c'est juste le marqueur religieux qui distingue les personnes qui sont visées. Mais une des manières de dépasser ça, c'est de pouvoir le mesurer de manière beaucoup plus précise, parce que quand on mesure, on objective, et quand on objective, on pose un phénomène. On va écouter à présent Véronique Riffel, je le disais tout à l'heure, directrice de l'ICI, l'Institut des cultures d'islam. Quel est tout simplement le rôle, Véronique Riffel, de l'ICI dans un tel contexte? Vous passez par la culture, par l'art, vous êtes d'ailleurs une spécialiste de l'art, Véronique Riffel. Oui, l'idée justement par rapport à ce dont on parle, à cette construction d'un problème musulman et à cette islamophobie, c'est de prendre un peu de distance, sortir de ce contexte un peu, même assez anxiogène, et de parler de l'islam autrement, pas uniquement sous l'angle toujours sociétal, géopolitique, mais de voir aussi en quoi l'islam fait partie d'un bien commun, d'une culture en partage, aussi bien historiquement que dans notre culture contemporaine, et de voir en quoi il y a beaucoup d'artistes, que ce soit des plasticiens, des hommes et des femmes de théâtre, des musiciens, des dramaturges, des chorégraphes, toute cette dynamique artistique qui est portée, et de plus en plus, et je m'en réjouis, par des artistes, des femmes et des hommes de confession ou de culture musulmane, puisque on l'a dit à beaucoup de reprises ce soir, il y a beaucoup de façons de se rapporter à l'islam. On peut se revendiquer musulman non seulement par rapport à une foi, mais aussi par rapport tout simplement à des pratiques culturelles, sans être forcément dans la foi. Donc il y a énormément de façons de se rapporter à l'islam, beaucoup de façons tout à fait apaisées, et des gens qui vivent ça d'une façon très sereine. C'est vrai qu'Éric a beaucoup mis l'accent tout à l'heure pendant la première table ronde sur des phénomènes psychologiques et psychiques compliqués, mais il y a aussi la majorité de nos concitoyens musulmans en France vivent leur relation à l'islam de façon extrêmement simple, quotidienne. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le rappeler. Donc, si vous voulez, pour résumer, l'Institut des cultures d'islam, c'est un établissement culturel de la ville de Paris. Comme il y a à Paris la Maison des Métallos, il y a la Gaîté Lyrique, il y a le 104, eh bien, pourquoi pas l'Institut des cultures d'islam? C'est-à-dire que ce n'est pas un centre culturel étranger, ce n'est pas une culture exotique ou orientaliste comme au XIXe siècle. Aujourd'hui, les cultures musulmanes font partie de notre patrimoine, de notre ADN, et elles sont vraiment un élément extrêmement important, dynamique, qui nous permet justement de sortir d'une vision très européano-centrée, très occidentalo-centrée, et de s'ouvrir au monde. Et c'est ça aussi la culture, c'est de s'ouvrir au monde et de mieux le comprendre, de le rendre plus complexe, plus nuancé, plus diversifié. Et c'est vraiment l'objet de l'Institut des cultures d'islam. Donc c'est un lieu à taille humaine. On est situé dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, qui, pour moi, on le qualifie souvent de quartier musulman. Je ne le qualifierais pas comme ça. C'est un lieu justement qui
montre la laïcité à la française, la laïcité au sens où vous l'avez rappelé tout à l'heure, Edoui, c'est-à-dire, et beaucoup d'autres intervenants, c'est-à-dire justement la place de religions, de communautés, de religions minoritaires. Donc à la Goutte d'Or, on croise aussi bien des musulmans, des bouddhistes, des évangélistes, des catholiques, des protestants, des juifs. Il y a l'église Saint-Bernard, il y a la mosquée de la rue Mira, il y a une synagogue. Tout ça voisine finalement de façon assez apaisée. Et le fait d'être inscrit dans ce quartier populaire, cosmopolite, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, et on a vraiment un ancrage à la fois très local, très parisien et en même temps international, et on est toujours un peu dans cet équilibre-là entre l'ici et l'ailleurs, et c'est vraiment ça qu'on a à cœur. Et donc on organise des expositions, des tables rondes, des pièces de théâtre, des concerts, des cycles de cinéma qui abordent tous ces sujets d'une façon vraiment distanciée, et pour remettre un peu j'allais dire, de joie de vivre, de joie d'être ensemble. Et bien sûr, il ne s'agit pas de se voiler la face et de cacher les problèmes. Bien sûr. On aborde, c'est aussi l'Institut Culture de l'Islam, c'est un centre culturel, mais c'est aussi un lieu de recherche. On accueille beaucoup de chercheurs justement qui travaillent sur les questions dont on parle ce soir. D'ailleurs, Nassir Aghani fait notre vice-présidente, et elle mène un travail très important aussi à nos côtés. Donc c'est pas du tout l'idée de dire voilà, on va juste parler de l'aspect culturel des choses, on oublie les questions sociétales, politiques qui se posent, mais on les aborde d'une autre façon. Et d'une façon qui est plus en proximité, je pense, avec un public qui est en recherche de formes apaisées, distanciées, humoristiques. On a parlé tout à l'heure de la Muslim Pride, effectivement. Nous, ça nous amusait de dire, c'était aussi un peu pour prendre le contre-pied de toute la polémique qu'il y a eu au moment des caricatures de Mahomet et de cette affaire-là. On disait, les musulmans, de toute façon, sont incapables d'avoir un peu d'autocritique, d'autodérision. Ils sont incapables de produire des images, ce qui est absolument faux. Il y a plein de caricatures dans la presse des pays musulmans, elles sont très drôles. Exactement. Il suffit d'aller ouvrir la presse. Absolument. Et là, je me réjouis de l'initiative de Plantu, qui a créé Cartooning for Peace, qui associe à son initiative énormément de caricaturistes syriens, égyptiens, irakiens et autres. Et on voit bien à quel point les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Alors, Raphaël Liogier voulait reprendre la parole. Alors, lorsqu'on écoute ce que nous décrit Véronique Riffel, avec ses métissages, ses cultures, ces gens qui, bon, bien entendu, le mot mythe prend tout son sens, ce fameux mythe de l'islamisation, on va y revenir sur ce livre, Raphaël Liogier. Avant d'embrayer éventuellement sur l'idée du mythe, je voudrais revenir sur le terme d'islamophobie. S'il y a un certain nombre de gens qui luttent contre le terme d'islamophobie, il faut bien comprendre qu'il y a une lutte sociale, politique, parce qu'on lutte avec les mots. On classe les gens dans des catégories, c'est important les mots. Et il y a aussi une autre catégorie de gens qui refusent le terme d'islamophobie, c'est parce que, vous l'avez dit indirectement, c'est parce qu'il y a le mot phobie qui veut dire vous êtes irrationnel. Et les gens qui rejettent l'islam aujourd'hui, ils veulent dire attendez, nous sommes des gens très tolérants, nous sommes là pour défendre la liberté, même pour défendre la démocratie, et contre l'emprise de l'islam, contre l'islamisation. Donc finalement, notre démarche est rationnelle, puisqu'elle est laïque, etc. Donc vous ne pouvez pas nous accuser d'islamophobes parce que nous sommes rationnels. Ils veulent dire nous sommes rationnels. Or, justement, ce désir forcené de vouloir être rationnel, et quelque part ils le sont, à mon sens, n'est pas caractéristique, du point de vue clinique, si on revient à l'aspect clinique, de la phobie, mais beaucoup plus de la mise en place d'un théâtre paranoïaque. Oui. La caractéristique... Eric van Dor parle davantage d'islamo-paranoïaque. Voilà. Alors moi, je préfère maintenant ne pas parler de paranoïa en tant que tel pour désigner des gens comme étant paranoïaques, mais plutôt de la construction d'une ambiance paranoïaque, c'est-à-dire d'un style paranoïaque, d'un théâtre. C'est pour ça que je parle de mythe. C'est-à-dire qu'un théâtre qui est comme une sorte de scénario avec des personnages, soit que l'on joue volontairement, soit que l'on est contraint de jouer. Par exemple, je vous donne un exemple, le seul fait d'avoir écrit un livre qui porte le titre « Le mythe de l'islamisation », quelles que soient les tentatives de neutralité que je pourrais essayer d'adopter, j'ai vraiment essayé de le faire dans ce livre, eh bien je suis immédiatement classé, de fait, dans la catégorie, dans un des personnages qui est le traître multiculturaliste, qui peut aller du côté le plus sympathique, c'est-à-dire... Vous êtes le dhimmi dans une société islamisée. Mais il y a quand même des variations dans ce jeu-là, c'est-à-dire que je peux passer au pire
de l'idiot utile. C'est-à-dire que, bon voilà, je défends les droits de l'homme et je n'ai pas compris qu'on avait passé le temps de défendre les droits de l'homme parce que maintenant, on est en situation d'urgence. Donc il faut agir, le bateau coule, l'Europe coule, nos valeurs coulent, et c'est à cause des musulmans. Ou il y a le niveau où le pire, là c'est quand même lorsque je suis sympathique mais je ne me rends pas compte, je suis l'idiot utile. Et le pire c'est, j'ai compris qu'ils avaient déjà gagné, et donc forcément je vais de leur côté, je vais du côté des plus forts. Et c'est pour ça... Ça c'est le collabo. Voilà, c'est le collabo. Et c'est ce qu'on va dire, on va employer ce terme de collabo d'ailleurs. Sincèrement ? Il va y avoir toute une... Ah oui, tout à fait. Toute une rhétorique. D'ailleurs, quand Marine Le Pen et d'autres emploient, pour désigner les musulmans, ils occupent les rues, quand certains démographes français, au singulier certains, disent, certes, il n'y a pas une croissance démographique, parce qu'évidemment, on est un petit peu sérieux quand on est démographe, donc on sait qu'il n'y a pas une croissance démographique fabuleuse comme on a pu l'entendre à un moment donné, mais néanmoins, il y aurait islamisation, parce que ces gens-là, entre guillemets, sont concentrés dans certaines parties des villes. C'est vrai, il y a plus de musulmans dans certains quartiers qu'on appelle les quartiers populaires. Bon. Eh bien, en réalité, ça accroît leur capacité de mobilisation. Article publié dans Le Monde. C'est-à-dire que ça accroît leur capacité. En employant un vocabulaire, je ne l'ai pas nommé, c'est vous qui l'avez nommé. Voilà, bon, donner les références, c'est précis. Voilà. Ça accroît leur capacité de mobilisation, ça veut dire qu'on a occupation, mobilisation, collaborateurs, etc. Et on entre dans un système, et un système, il faut bien le dire, qui est étouffant, qui est vraiment étouffant. J'ai dit qu'il y avait le trait multiculturaliste, mais on a un autre type de personnage qui est le héros qui est supposé défendre l'Occident, les valeurs de la France, les valeurs de l'Europe, enfin toute une série de choses, contre ce processus. Ça peut être un journaliste, puis ça peut être un individu qui va prendre au sérieux le rôle. S'il est dans une situation économique et sociale difficile, s'il est en plus faible psychologiquement, eh bien, il peut se sentir victime des musulmans, dans ce sens-là, et ça devient Anders Breivik. Alors, ces personnages font partie de ce fameux théâtre. On a le peuple trompé. Oui. Aujourd'hui, le sondage du Monde, même s'il porte que sur un échantillon de 1000 personnes, on peut dire que moi, les sondages que j'ai analysés depuis à peu près des années 2000 confirment à peu près. Il y a une accentuation préoccupante, mais c'est à peu près ce qu'on retrouve depuis les années 2009-2010. Eh bien, on a le peuple trompé, c'est un autre acteur. Aujourd'hui, c'est 74% des Français qui se considèrent dans cette situation. C'est au-delà des clivages droite-gauche, ça a été déjà dit. Et puis, il y a le djihadiste. Alors, ce qui est grave, c'est que le djihadiste, c'est une posture qui est vraiment répulsive pour 99% d'entre nous et 99% même plus des musulmans. Mais en même temps, c'est une posture qui peut devenir attractive, là encore, lorsqu'on est dans une situation de déshérence économique et sociale et lorsqu'on est fragile psychologiquement. Et là, c'est là où entrent les conditions économiques et sociales et même raciales, là, pour le coup, en jeu. Parce que si Anders Breivik avait eu les cheveux frisés, était d'origine maghrébine, et se trouvait dans la situation économique et sociale dans laquelle il est, se sentant victime et avec cette fragilité psychologique, identitaire qui était la sienne, eh bien son ennemi, ça n'aurait pas été le musulman, ça aurait été le contraire. Et donc on aurait vu le processus en sens inverse. Et Mohamed Merah, s'il avait été blond aux yeux bleus, tout en étant dans une situation économique difficile, son passage à l'acte, ça aurait été un passage à l'acte d'un Anders Breivik à la française. D'ailleurs, vous dites que les deux sont les deux faces d'une même pièce. Ce sont deux figures qui sont substituables et qui sont, comment dire, potentialisées, dont la mise en action est potentialisée par le mythe de l'islamisation. Par exemple, je vous donne un exemple sur cette question de l'antisémitisme. On dit qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme. Il y a une résurgence de l'antisémitisme. Mais un antisémitisme qui, paradoxalement, en apparence, s'appuie sur le mythe de l'islamisation. C'est pas un anti... Moi, j'ai entendu quelquefois dire que c'était un antisémitisme d'État, le retour à un antisémitisme. Pas du tout. C'est pas du tout l'antisémitisme des années 30 où c'est une majorité de la population européenne, allemande, française, et puis avec l'État. Non, aujourd'hui, s'il y a un rejet, c'est le rejet des musulmans qui est l'objet d'une politique d'État et, les sondages le montrent, d'une partie très importante de la population. Mais en revanche, il va y avoir un antisémitisme parce que chez certains individus, quand ils vont passer à l'acte, parce que le juif va devenir une figure qui est inscrite dans ce mythe. Mohamed Merah,
Mohamed Merah, c'est un individu qui était un musulman en quelque sorte de la dernière heure, qui est passé par toute une série d'étapes, par la déshérence, par des phases même alcooliques, par toute une série de choses, qui a voulu même, qui aurait été un formateur des renseignements généraux, qui a essayé de trouver un sens à sa vie, qui a essayé d'entrer dans la Légion et qui a été déclaré inapte. Et ensuite, quand il va devenir djihadiste, ça va pour se faire une identité, pour pouvoir lutter, ça devient attractif pour lui. Et ses premières victimes, ce seront des légionnaires, c'est-à-dire l'objet de sa frustration. Ses autres victimes, ça sera des juifs parce qu'il aura cette image-là. Et donc, lorsque je vois aujourd'hui des représentants d'associations juives françaises qui participent à nourrir ce mythe de l'islamisation, je dis... Vous parlez de Richard Praski, là. Pas seulement, c'est vraiment un climat général. Je dis, c'est pas que ce n'est pas bon seulement pour la société française, ça pose un problème, ça accentue le risque ça même produit de passage. des... Exactement. Et ça, c'est un vrai problème, cette théâtralisation. C'est un théâtre fermé, c'est un théâtre qui est suffocant. Mais ma question, on va être obligé de terminer, mais je vais vous la poser à vous et à tout le monde, à tous les quatre. Tout ce qu'on décrit là de manière récurrente, puisqu'on montre une réalité qui fonctionne dans la société, on a montré des chercheurs, des rapports, l'Institut de culture d'islam près de la rue Mira, ah bon, ah bah tiens, il y a un institut de culture. Donc on montre tout ça, on est là, on en parle, voilà. Et en même temps, ce qu'on décrit, donc c'est une pathologie, c'est ce monde fermé, ce monde étouffant, et une pathologie dont on l'a dit tout à l'heure, qui fonctionne tout en haut, y compris. C'est-à-dire que la pédagogie, là où tout en haut on devrait clarifier les choses, on a au contraire. Donc comment on sort ça? Comment on soigne? Vous l'avez évoqué un peu. On le soigne pas en faisant la morale, mais en créant une autre dynamique, si j'ai bien compris. Moi, je crois que c'est pour ça que j'employais aussi le mot de mythe. Le mythe, c'est ce qui permet aux êtres humains de s'identifier. C'est-à-dire que c'est le mythe du héros, je m'identifie à un héros. Il faut un mythe supérieur. Pour pouvoir il faut qu'on ait un autre voilà, pour mythe. pouvoir raconter l'histoire de sa vie. C'est-à-dire que, je sais pas, quand vous étiez jeune, vous vouliez peut-être devenir journaliste. Edoui Plenel doit devenir un grand journaliste ou quelqu'un qui a une... J'en sais rien. Vous deviez certainement avoir des rêves, c'est-à-dire pour pouvoir raconter... C'est secret, c'est la vie Voilà, privée. raconter l'histoire de votre vie. On doit pouvoir raconter l'histoire, de sa vie. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens, parce que l'Europe est dans une situation qui est peut-être la situation de la plus grave crise identitaire européenne, peut-être de toute l'histoire. Ma question, c'est Ce nous, continent. positivement, comment Exactement. on va faire? Et du coup, ces Européens ont du mal à raconter leur identité. L'identité, c'est à penser qu'ils sont identiques à ce qu'ils ont été. Et les musulmans deviennent en quelque sorte une sorte de preuve qu'ils ne ressemblent plus, qu'ils ne seront plus jamais ce qu'ils sont. Bon, je crois que la première chose, c'est qu'il faudrait que les Européens se prennent en main, se fédèrent, comprennent que le monde a changé, qu'ils sont une partie du monde, ils ne sont pas le monde. C'est plus l'Europe d'antan. Puis, deuxièmement, en ce qui concerne les musulmans en particulier, il faudrait qu'il y ait possibilité d'identification positive. Moi, je donne souvent un exemple d'identification positive. On parle de la petite mosquée dans la prairie à la télévision. Alors, c'est bien la petite mosquée dans la prairie, mais on a d'avance la couleur qui est annoncée. Donc on nous dit, on nous bourre le mou, on nous raconte des choses. L'islamophobe ou l'islamo-paranoïaque, il ne va pas les regarder. Ou s'il regarde, ça sera pour s'en moquer. En revanche, vous avez la série télévisée Borgen. La série télévisée Borgen, c'est un feuilleton qui n'a rien à voir, une série qui n'a rien à voir avec l'islam, qui est intéressante en elle-même, c'est-à-dire qu'il y a une histoire passionnante. Et au milieu de tout ça, de façon complètement aléatoire, on a un individu qui est ministre de l'écologie dedans et qui se trouve être musulman. Il aurait pu être catholique, il aurait pu être n'importe quoi d'autre, enfin. Et on ne peut pas ne pas s'identifier, qu'on soit islamophobe ou non. Et il se trouve que c'est le moins corrompu de tous. On découvre qu'il est musulman, comme ça, il aurait pu être autre chose. Si on avait des figures positives de cette manière-là, de plus en plus de figures positives, sans qu'on essaye de... Je pense que ça permettrait de faire changer les choses et surtout, ça c'est quelque chose, me semble-t-il, d'important, ça permettrait de combattre ce nouveau populisme européaniste qui est en train de se développer dans l'ensemble de l'Europe et qui a déjà pris le pouvoir, qui a pris le pouvoir au Danemark, qui a pris le pouvoir aux Pays-Bas et qui peut très bien prendre le pouvoir en France. Parce que ce n'est plus de l'extrême droite, parce que l'extrême, comme son nom l'indique, ça se situe à l'extrême, c'est devenu le noyau de la politique française, politique européenne, auquel les thématiques sont puisées vers l'extérieur. On le trouve au Parti socialiste, on le trouve à l'UMP, le titre 3 de la charte de la droite forte entièrement focalisée sur l'islam, on le trouve un petit peu partout. Donc moi je crois qu'il faudrait, encore une fois pour employer un terme psychique, décompenser tout ça. Marouane? Moi
Je vais résumer mon propos, c'est que on est dans une France qui est cosmopolite sociologiquement parlant. Et on a des élites qui fonctionnent encore avec un logiciel assimilationniste, fondamentalement. Et donc il faudrait essayer de rapprocher la réalité sociologique de la réalité de la pensée et de la pratique politique. Et je pense que cette distance-là, cette dissonance-là, on est tout le temps, du point de vue des débats identitaires, sur ces questions-là. L'islam a remplacé la figure de l'immigré, enfin partiellement. Et puis derrière ça, il y aura toujours une population qui prendra ce relais, parce qu'on n'a pas encore pensé, c'est mon point de vue, concrètement la question du cosmopolitisme, du multiculturalisme. Le logiciel reste assimilationniste. On a appelé ça intégration, c'est le logiciel fondamental. Enfin, c'est plus tenable parce qu'il n'y a pas d'alternative pour les minorités les moins populaires, les moins légitimes. C'est soit l'assimilation, soit le clash. Et on est dedans. Il n'y a pas d'autre espace au jour d'aujourd'hui. Et cette réalité-là, les choses bougent. Hein. Elles ont mis du temps à se mettre en place comme ça. C'est possible d'aller dans un autre sens. Encore faut-il le vouloir, cette volonté. J'attends encore de la voir. Ouda. Alors moi, pour ma part, ce sera vraiment une réponse beaucoup plus pratique. C'est que j'ai l'impression que quand on parle de l'objet islam, on parle de tout. En fait, c'est l'objet qui révèle une multitude de dimensions, de problématiques qui sont posées à la société française d'un point de vue politique. Comme un miroir, en fait. Exactement, c'est un révélateur, on va dire. Et donc, je pense que ce serait vraiment important d'objectiver chacune des dimensions une à une, c'est-à-dire d'éviter un des biais en fait, des débats publics sur l'islam, qui est en fait l'amalgame. C'est qu'on met tout dans tout. Et un des enjeux vraiment de définition en fait, du terme, et qui est aussi l'enjeu de comprendre le mot, par exemple, mais comme beaucoup d'autres, qu'est-ce qu'on met dedans? Et chacune des dimensions devrait être mise à part et qu'on puisse étudier chacune d'entre elles, l'objectiver, la mesurer quand il s'agit de discrimination, l'étudier quand il s'agit de discours. On est vraiment dans plusieurs dimensions. Donc moi, il me paraîtrait vraiment intéressant de prendre chaque question à part et d'éviter un peu d'avoir des discours très... un peu foisonnant, on ne sait plus très bien par quel bout l'attraper. Voilà, je sais pas si... Véronique Neffel, alors cet imaginaire qui pourrait rassembler et nous faire sortir de cela. Oui, moi aussi, je donnerais aussi une réponse pragmatique. Vous avez évoqué tout à l'heure cette une d'un journal qu'on nommera pas, mais qui avait fait beaucoup de mal. Le Point. C'est le journal Le Point, il faut le dire. Cet islam sans gêne avait... Voilà, sur... Pourquoi ? Ce type d'hebdo qui est familier de ce genre de couverture. Qui n'est pas n'importe quel hebdomadaire. Sensationnaliste. Oui, parce que c'est vraiment des journaux qui ont pignon sur rue, qui sont placardés dans tous les kiosques parisiens, et j'imagine aussi en province. Donc ça fait beaucoup de mal. Et donc nous, contre cet islam imaginaire, à l'Institut des cultures d'islam, on propose, c'est une expression qui vous est chère et qui m'est chère aussi, vous parlez toujours des vérités de fait, et c'est ce qu'on essaye vraiment de montrer. Je prendrai un exemple précis aussi, au moment où le gouvernement de l'époque, il y a 2 ans, Claude Guéant avait lancé un débat islam et laïcité. Donc il y a toujours cette extériorité posée, comme si forcément, a priori, l'islam serait réfractaire ce mélange dont parlait à nos Ouda valeurs tout à l'heure. Démocratiques, égalitaires, républicaines. Donc on pose toujours cette extériorité. Non, c'est faux. Et il se trouve qu'au moment où le ministère de l'Intérieur de l'époque avait lancé ce débat qui posait cette extériorité, on avait à ce moment-là invité un grand photographe anglais, Martin Parr, à venir photographier le quartier de la Goutte d'Or, ces mosquées, les gens qui y vivent, qui y prient, qui font leurs activités. C'était aussi le moment où il y avait cette histoire de, je ne sais pas si vous vous souvenez, des pique-niques des apéros saucissons pinards. Des apéros pinards saucissons devant les mosquées le vendredi. Donc, par les intégristes de la laïcité, Absolument. Ceux qui sont à la laïcité, ce que l'intégrisme est à la religion. Exactement, on peut tout à fait dire ça comme ça. Et voilà, on était dans un climat extrêmement anxiogène, où il y avait aussi à la une des journaux les prières dans la rue. Donc, ce qu'a montré Martin Parr, qui est un photographe, qui photographie le réel, ce sont des vérités de fait. C'est que, en plein dans le quartier de la Goutte d'Or, vous parlez de la rue Mira, il y a une charcuterie qui s'appelle Au Cochon d'Or, qui fait son activité de commerçant de façon absolument sereine. Et il y a des gens qui prient dans la rue. Mais pourquoi ils prient dans la rue? Parce que
ce qu'a montré Martine Parr, il est rentré dans les mosquées, il a vu qu'elles étaient pleines, les gens ne font pas exprès de prier dans la rue alors qu'il fait froid, qu'ils sont dans des conditions extrêmement compliquées et au vu de tous, ça ne les amuse pas du tout. C'est pourquoi, et d'ailleurs, quand le gouvernement... Il va y avoir un lieu de culte, d'ailleurs, ça va être construit, c'est dans le projet lié à l'Institut. Et il y a une solution provisoire qui est la mise à disposition d'une ancienne caserne des pompiers, et dès que cette solution a été proposée, les musulmans ont tout de suite, sont tout de suite allés prier dans cet endroit qui est pourtant beaucoup plus loin, donc c'est beaucoup moins commode. Donc tout ça pour dire qu'il y a les vérités de fait, il faut les montrer à travers des projets artistiques, culturels, à travers des débats sereins où chacun puisse participer, exprimer son point de vue. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bel exercice démocratique et de liberté d'expression. La liberté d'expression, elle est aussi pour tous, et c'est bien de la donner aussi aux musulmans, qui puissent s'exprimer dans un lieu institutionnel prestigieux. De la ville de Paris. Voilà, exactement. Ils ne se sentent pas toujours mis de côté, extérieurs à ça. Raphaël Liogier, c'est normal que vous ayez un petit dernier mot, puisque votre livre a provoqué en partie cette rencontre. Non, je voulais juste dire une petite chose, justement, qui est relative aussi au livre. C'est que dans les différentes conférences que j'ai faites à propos de ce livre, je me suis rendu compte que la plupart des gens, souvent qui n'avaient pas lu d'ailleurs le livre, ont le sentiment qu'on les balade. C'est-à-dire que les sociologues les baladent, leur racontent un peu n'importe quoi. Vous savez, vous avez eu cette impression. C'est-à-dire que, bon, ils sont très intellectuels, ils disent un certain nombre de choses, mais c'est faux. On voit bien, l'évidence est là. On voit bien qu'il y a... C'est pour ça que ce que j'ai essayé de faire, méticuleusement, c'est de prendre au pied de la lettre les faits, tout ce qui est présenté comme un fait, c'est-à-dire même la croissance numérique, la croissance en termes de conversion, toutes ces choses-là, l'intention, est-ce qu'il y a une intentionnalité, les scénarios, est-ce que c'est possible ou pas? Parce que je crois que du point de vue pédagogique, c'est très important de faire ça. C'est très important de faire ça parce que quand on discute directement en disant c'est un mythe, sans donner la preuve du contenu, les gens pensent d'emblée, j'ai remarqué dans les conférences, ils pensent d'emblée que évidemment, c'est contre l'évidence. Donc je crois qu'il y a un vrai travail pédagogique à faire de ce point de vue-là, mais même sans prendre en montrant qu'on ne les prend pas pour des idiots, même les 74% qui pensent ça. C'est la responsabilité des chercheurs, des journalistes et du débat avec les citoyens. On a débordé de près d'une demi-heure, Abdelkrim. Est-ce qu'on peut dire que ce débat va se retrouver sur Radio Beurre ? Tout à fait. Sur Beurre FM, le débat... Radio Beurre, j'ai dit. Oui. J'emploie une expression d'il y a longtemps. C'est Beurre FM. Parce qu'il a connu... oui, j'ai connu. Il a connu Radio Beurre, bien entendu. Et c'est vrai qu'en cette année de commémoration du 30e anniversaire de la Mage des Beurres, la radio, le mot trouve tout son sens. Oui, on trouvera une compilation des meilleurs moments de ce grand débat dès lundi, de 19h à 20h sur Beurre FM. Voilà. D'accord. Sur Beurre FM, tu peux dire Ah non, ça dépend des régions. Ça dépend des régions. Île-de-France 106.7 en streaming sur Internet. Et sinon, toutes les fréquences sont, nos 20 fréquences sont sur le site Internet. Voilà. Alors, je vais présenter quelques ouvrages pour terminer, là, en essayant. Donc, évidemment, le livre de Raphaël Liogier, qui est au cœur de nos débats, Le mythe de l'islamisation. Pour ceux qui ne sauraient pas ou qui voudraient savoir plus pour la présence des musulmans en Europe. Musulmans en Europe, un livre de l'historienne Lucette Falincy qui est sorti récemment et qui est très, très pertinent et qui, justement, ébranle aussi cette vision d'une Europe judéo-chrétienne. Elle montre comment c'est un piège, même, elle le démonte. Un petit livre qui a démonté un autre livre, parce que parfois les folies, les peurs gagnent des élites intellectuelles, sur l'islam médiéval en terre chrétienne, qui a répondu à quelqu'un un peu imposteur qui oubliait notre dette à l'égard de l'islam, et c'est un démontage fait par des spécialistes de cette période médiéviste, on pourrait dire. Le livre de Abdelali Hadjat que j'ai recommandé tout à l'heure, Les frontières de l'identité nationale. La République mise à nu par son immigration aux éditions La Fabrique sous la direction de Nassira Ghenif. Féministe islamique, c'était notre premier débat de Zahra Ali qu'il faut lire aussi aux éditions de La Fabrique. Islamania, de l'Alhambra à la burqa, histoire d'une fascination artistique, c'est justement présenté par Véronique Rieffel, eh bien justement tout ce travail autour
de l'art, hein, autour justement, on sort des peurs, des fantasmes, de tout ce qui paralyse, qui tétanise. Et c'est un superbe beau livre. C'est édité par l'Institut des cultures d'Islam et par Beaux-Arts Éditions. Les Arabes peuvent-ils parler ? Qui est un très, très beau livre d'une philosophe et politiste sur comment elle démonte aussi les préjugés dans lesquels on met tout ce qu'il y a derrière ce mot. L'islam à la française, une enquête qui est de John Bowen, qui est sortie chez Steinkiss. Et je l'ai dit tout à l'heure, comment les migrants changent le monde. Parce que, encore une fois, ceux qui bougent, ceux qui marchent, eh bien, c'est ceux qui font bouger les lignes. Voilà. Mediapart est en accès libre jusqu'à minuit. Profitez-en, lisez tous les articles. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous, parce que nous ne vivons que de cela, que de votre soutien. Et ça sert aussi à cela, à faire ces 2h30 de débat sur les musulmans de France. Je vous assure, vous n'entendrez ça nulle part ailleurs pour l'instant. Donc profitez-en, profitez de Mediapart. Merci. Et au rendez-vous le mois prochain sur Mediapart.